Bonjour maître Marcel Poirier. Bonjour Grégory, ça va bien? Ça va, je vous remercie. Vous aussi, vous êtes de retour alors depuis quelques jours de 2 déplacements. Vous étiez en France et en Israël. Oui, tout à fait. France et Israël pour une conférence en Israël. Donc ça, des conférences sur les visas E2, EB5. Ça s'est bien déroulé pour vous? Ça s'est très bien déroulé, beaucoup de nouveaux visages, une nouvelle culture. C'était vraiment très, très intéressant. C'était un voyage formidable. J'ai beaucoup aimé Israël. Et surtout les gens qui sont venus me rencontrer, c'était enrichissant. Et beaucoup de questions également, je me doute. Lors de ces 2 déplacements, les gens viennent vers vous, c'est ça, pour parler de carte verte notamment. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui. On va ouvrir un grand chapitre sur la carte verte. Les questions qui reviennent fréquemment, c'est comment venir aux États-Unis et comment obtenir une carte verte. Oui, tout à fait. Alors, les questions qui sont revenues beaucoup durant les conférences en Israël, c'était en général. Les emails, même les emails, les appels, les gens qui sont venus me rencontrer personnellement, comment obtenir une carte verte? C'était vraiment la question clé. Pas nécessairement précise, mais la question générale. Alors, c'est une bonne idée que nous puissions aujourd'hui en discuter. Parce qu'il existe différentes façons. Donc, on va parler des principales. On va détailler dans les grandes lignes, on peut en citer 5, par exemple, façon d'obtenir une carte verte. Alors, les cartes vertes les plus utilisées pour moi, pour mon cabinet, il y en a 5 que nous utilisons le plus. Il existe d'autres catégories de cartes vertes, mais c'est celles que nous utilisons le plus. Alors, en gros, je vais les énumérer. Le rattachement familial, alors c'est le classique où les gens se marient, où les parents rattachent un enfant. Ensuite, vous avez le multinational, quand les gens ont des sociétés à l'étranger et une aux États-Unis. Vous avez aussi le parrainage, c'est les sociétés qui parrainent un employé pour une carte verte. Le EB5, le fameux EB5 dont je discute beaucoup durant les conférences, pour un investissement direct ou indirect à aujourd'hui de plus de 500 000 $ et création de 10 emplois, encore une fois directs et indirects. Et aussi les cartes vertes basées sur les aptitudes extraordinaires, les gens qui ont des capacités différentes et qui ont atteint un haut niveau dans leur carrière. Alors, ce sont les catégories de cartes vertes que nous utilisons le plus pour les clients. Et justement, ces 5 catégories, on y reviendra dans de prochaines vidéos. On les étudiera finalement pas à pas pour savoir un petit peu comment qualifier pour telle ou telle catégorie et comment l'obtenir. Juste avant, on va s'intéresser vraiment à la carte verte, son importance. On a l'impression que c'est un peu le Graal d'obtenir une carte verte. Quelle est l'importance d'une carte verte ? Alors, l'importance de la carte verte, c'est qu'avant de pouvoir obtenir la citoyenneté, c'est qu'il faut obtenir une carte verte. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « Oui, mais je veux avoir la nationalité américaine directement. » Alors, non. Il faut d'abord passer par une carte verte qui est vraiment une résidence permanente. La carte verte, elle est plus verte aujourd'hui. Elle était initialement. Aujourd'hui, les cartes ne sont plus vertes. Mais ça s'est appelé comme ça parce que les premières étaient effectivement vertes. Alors, aujourd'hui, les cartes vertes sont pour 10 ans. Elles sont plus illimitées comme elles étaient, même quand j'ai obtenu la mienne, il y a longtemps. Il n'y avait pas de date de fin. C'était une carte verte obtenue, une résidence permanente. Aujourd'hui, elles sont limitées à 10 ans, ce qui veut dire qu'il faut les renouveler. Si après 5 ans de résidence permanente, les gens n'ont pas demandé la citoyenneté américaine, il faut la renouveler. Alors, quel est l'avantage des cartes vertes? Pourquoi les gens me demandent, mais oui, mais j'ai un visa de 5 ans ou un visa investisseur qui est renouvelé? C'est vraiment quelle est la différence finalement avec un visa non immigrant et une carte verte? Alors, un visa non immigrant, c'est pour une période temporaire, avec une intention temporaire et de repartir. Une résidence permanente, c'est qu'une intention d'habiter aux États-Unis. Et c'est important de parler d'habiter aux États-Unis parce que souvent, à mon bureau de Montréal, je reçois des gens qui sont sur le point de perdre leur carte verte. Parce que les gens pensent que vous avez une carte verte et après, j'aime plus les États-Unis ou pour le moment, ça me convient pas, j'ai des problèmes médicaux ou de familial, je rentre dans mon pays et je reviendrai plus tard. Parce qu'on peut nous la reprendre. C'est-à-dire que vous pouvez la perdre. Une fois qu'on l'obtient, on peut la perdre. C'est ça. Alors, un point important, c'est qu'une carte verte, vous devez habiter aux États-Unis 180 jours par an, déclarer les impôts aux États-Unis, avoir une résidence aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire une résidence aux États-Unis? Avoir une maison, un appartement, un compte de téléphone, un compte d'électricité, habiter, vivre ici et surtout déclarer ses impôts aux États-Unis. Quand les gens sont sur un point de perdre la carte verte et qu'ils vont devant un juge, le juge va demander toutes ces preuves, les preuves que vous habitez bien ici, que vos enfants sont scolarisés et non pas que vous faites des allers-retours entre votre pays et les États-Unis. Les gens pensent que, OK, je viens ponctuellement 2 fois, 3 fois par an, je rentre avec ma carte verte, je peux la conserver. C'est pas le cas.
c'est pas le cas. Et justement, j'ai eu des clients qui ont eu des gros problèmes, qui sont venus me voir avec ces questions-là parce qu'ils se font arrêter aux douanes et ils se sont fait demander où vous faites vos impôts, où vous habitez où exactement, parce qu'ils peuvent le voir. C'est quand vous rentrez aux États-Unis, la carte verte, elle est scannée. Ouais. Alors, ils ont moyen de voir le nombre de jours que vous habitez ici aux États-Unis. Et aussi, pour les Canadiens, une des questions principales, c'est l'assurance maladie. Une fois que vous êtes résident permanent, vous n'êtes plus résident permanent au Canada. Vous ne pouvez pas être résident permanent dans 2 pays. Alors, où sont vos droits au niveau médical? Alors, la carte verte, selon moi, est importante beaucoup pour les enfants. Parce que si vous avez un visa non immigrant, à 21 ans, les enfants sont plus dépendants de vous. Qu'est-ce qui arrive aux enfants? Est-ce qu'ils vont étudier? Après les études, est-ce qu'ils vont avoir un visa de travail ou non? Quel est le but long terme pour la famille? La carte verte vous permet de projeter. Alors, quand vous avez un visa non immigrant, que c'est OK de repartir dans 3-4 ans, alors le visa non immigrant est bon, mais quand vous voulez projeter sur du long terme, il faut toujours regarder la sortie du visa non immigrant. Et la sortie du visa non immigrant est la carte verte. Et comment y arriver? Alors, je crois que ça, c'est le plus important. La famille, la stabilité, de ne pas être sur un siège éjectable tous les 5 ans. Oui, à tout moment, à savoir ce qu'on doit faire. Là, on n'arrive plus à se projeter parce qu'on est quand même sur 10 ans. Aussi par l'emploi. Si vous avez un visa de travail, n'importe quel visa de travail, que ce soit un H1B ou un J1 ou... on est rattaché à une entreprise. Vous êtes rattaché à une entreprise. Donc, l'avantage de la carte verte, c'est de pouvoir travailler finalement pour n'importe quel employeur également. Voilà, travailler pour n'importe quel employeur. Vous êtes libre de changer d'emploi sans avoir peur d'être expulsé du pays, de pouvoir accéder éventuellement à la citoyenneté américaine. Alors ça, ce sont les avantages principaux, je vois, de la carte verte. Est-ce qu'il y a des inconvénients finalement? Alors, la fiscalité. Alors, je ne suis pas fiscaliste, mais une des premières questions, surtout pour les clients qui sont investisseurs aux États-Unis, c'est de voir avec leur comptable fiscaliste pour savoir qu'est-ce qui arrive avec une carte verte, une résidence permanente au niveau de revenus mondiaux. Alors ça, c'est un des inconvénients pour la carte verte. Et la présence physique. Pour les gens qui voyagent beaucoup ou qui ont des affaires à travers le monde, la présence physique peut devenir un problème parce qu'ils n'arrivent pas à rester assez longtemps sur place. Ce que vous expliquiez, c'était 180 jours de résidence par an. Avoir une résidence principale et payer ses impôts. Mais si on effectue 182 jours par an, mais qu'on voyage le reste de l'année, qu'on revient, est-ce qu'on peut faire ça éternellement? Vous pouvez, la carte verte est pour 10 ans, et après 5 ans, vous demandez la citoyenneté, mais vous devez prouver que vous êtes aux États-Unis 180 jours par an. Alors, un point important aussi par rapport aux 180 jours, c'est que si vous savez à l'avance qu'on peut partir, qu'on doit partir plus longtemps, c'est possible également. Pour une période de temps. Comme j'ai des clients qui ont des enfants qui sont scolarisés à l'étranger et à travers leur visa non migrant, ils ont obtenu la carte verte. Mais les enfants ne sont pas capables de rester aux États-Unis parce qu'ils veulent finir leur cursus à l'étranger. Ça, c'est un exemple. Un des éléments que les gens ne sont pas très familiers, c'est le concept du re-entry. Le re-entry permit, c'est un droit de quitter pendant 2 ans, ayant une carte verte, et de revenir. Alors, ça doit se demander avant de quitter le territoire américain. Ça prend du temps, justement. La demande, il faut la faire longtemps à l'avance. Avant, parce que ça prend au moins 30 jours pour avoir le rendez-vous pour les empreintes digitales. Et il faut être aux États-Unis pour la prise d'empreintes digitales. Après, pour l'obtention, ça prend quand même quelques mois. Mais vous pouvez quitter une fois que la demande a été faite avant votre départ. Alors, ça préserve d'une certaine façon la carte verte pendant 2 ans. Mais il y a toujours un élément de discrétion aux douanes. Oui, c'est ça, c'est pas automatique. On ne peut pas se dire, on l'a demandé, on l'a obtenu, on est tranquille pour 2 ans. C'est-à-dire que dans la période, quand on revient, il peut y avoir un douanier qui pose des questions. Et voilà, on n'est pas obligé de rentrer automatiquement. Voilà, alors il faut voyager avec le re-entry, c'est un document qui ressemble à un passeport vert et la carte verte. Et après, bon, le douanier peut quand même poser des questions. Pourquoi vous avez quitté? Quelles sont les raisons que vous êtes à l'extérieur des États-Unis? Alors, quand vous demandez un re-entry, des fois, c'est des raisons médicales, des fois, c'est des raisons professionnelles pour le travail, ou souvent la scolarité des enfants. Ou sinon, vous arrivez et vous obtenez une carte verte. J'ai des clients qui obtiennent la carte verte par la loterie. On ne nous a pas discuté de la loterie, c'est une autre façon d'obtenir la carte verte. Par la loterie, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, alors ils viennent pendant quelques mois et se rendent compte qu'ils ne peuvent pas déménager. Alors, ce concept de re-entry est important. Il n'est pas très connu, mais il faut le connaître et il faut le faire. Et ça se passe en ligne? Comment on peut demander? C'est fait par la poste. Le formulaire peut être aussi envoyé en ligne. C'est fait par la poste, mais il y a des empreintes digitales qui sont demandées.
avant de l'émission, avec la photo et tout ça, avant l'émission de ce permis de travail. Alors, la carte verte, c'est un bon élément pour les gens qui veulent rester à long terme, mais pour ceux qui changent d'idée, comme hier, j'ai eu une consultation avec quelqu'un qui a eu la carte verte et qui ne voulait plus la carte verte. Alors, si vous ne voulez plus la carte verte, là aussi, il y a des conséquences. Alors, fiscales, au niveau de la famille, est-ce que si le principal demandeur renonce à la carte verte, est-ce que toute la famille la perd? Oui, comment ça se passe? C'est automatique? Tout le monde la perd? Non. Alors, une fois que les enfants, la famille a acquis la carte verte, si un des parents, par exemple, décide de repartir, les enfants peuvent continuer leurs études, ils ont leur carte verte. Quand elle est non conditionnelle, une fois qu'elle est acquise pour 10 ans. Parce qu'un des éléments que nous n'avons pas abordé encore, c'est qu'il y a des cartes vertes au départ qui sont conditionnelles. Alors, selon les catégories. Comme pour le mariage, par exemple? Pour le mariage, le EB5 aussi, vous avez des cartes vertes de 2 ans, mais après, il faut retirer la condition. Alors, tant qu'elle n'est pas permanente, dans le sens permanente, c'est 10 ans, parce qu'il n'y a plus les limités. Bon, on reviendra dans tous les cas sur tous ces détails. Mais juste pour savoir, donc finalement, quand on renonce à sa carte verte, est-ce qu'il est possible, par la suite, d'en redemander une autre? Il faut recommencer la procédure au complet. Il faut recommencer à zéro. Alors, si la carte verte est renoncée et que vous voulez revenir, il faut vraiment tout reprendre à zéro. Recommencer à zéro. Avec les il n'y aura pas d'avantage comme on avait déjà obtenu une carte verte auparavant. Et ils font attention maintenant. Il y a de plus en plus de contrôles aux douanes par rapport aux gens qui font les allers-retours et qui n'habitent pas vraiment aux États-Unis. Et ça, c'est des conversations que j'ai souvent autour de moi, avec les clients, que non, il n'y a pas de besoin d'habiter ici, je peux retourner dans mon pays. Ça, il y a de plus en plus de contrôles et après, vous pouvez vous retrouver devant un juge. Et là, le juge demande les vraies preuves physiques de votre travail aux États-Unis, de vos revenus déclarés. Et la déclaration d'impôt est très importante. Une fois que vous êtes résident permanent, même au niveau de la citoyenneté américaine, il retourne en arrière et demande est-ce que vous avez bien fait vos déclarations d'impôt sur le formulaire de la citoyenneté pendant toute la période où vous étiez résident permanent. Ils peuvent même vous demander d'apporter toutes vos déclarations au moment de la citoyenneté, de l'interview pour la citoyenneté. Donc, il remonte 5 ans en arrière. Donc, il faut bien garder tous les documents et faire attention à tout ça. C'est important de faire les déclarations, de bien les garder, parce que plus tard, les questions vont se poser. Et au moment de la citoyenneté, ils posent aussi toutes les questions sur les séjours à l'extérieur des États-Unis. Alors, tout revient... Il faut tout garder en archive. En archive, tout à fait. J'ai une dernière question également sur ce sujet par rapport aux Canadiens. Justement, il y a un visa qui s'appelle le permis de travail au Canada qu'on peut obtenir. On peut faire une demande de permis de travail en arrivant au Canada pour travailler et s'y installer. Ça ne marche pas du tout pareil aux États-Unis. Alors ça, c'est une question que je reçois très, très souvent, surtout avec ma clientèle canadienne. C'est « je veux un permis de travail », comme ça. Je veux un permis de travail parce que ce concept de permis de travail existe effectivement au Canada sans employeur. Alors, au Canada, vous pouvez appliquer pour un permis de travail. Aux États-Unis, ça n'existe pas, à moins d'être dépendant d'un investisseur, l'époux ou l'épouse d'un investisseur ou de quelqu'un qui a un multinational, un visa L1 multinational ou en cours de carte verte, vous pouvez obtenir un permis de travail. Mais arriver aux États-Unis et dire « je veux un droit de travail pour n'importe qui », ça n'existe pas. Tous les permis de travail, si vous voulez, doivent être faits par le biais d'une offre d'emploi. Ça veut dire qu'un emploi doit déjà être existant avant que... Et c'est l'employeur qui fait la demande. Alors, ça, c'est une confusion qui existe souvent avec le Canada et les États-Unis. Et beaucoup de gens pensent que les lois sont les mêmes, que si vous avez un permis de travail au Canada, vous pouvez l'utiliser aux États-Unis. Ça non plus, ça ne fonctionne pas. Ça fait partie des questions qui reviennent assez souvent. Régulièrement. Donc, on reviendra dans une prochaine vidéo, enfin dans de prochaines vidéos sur ces 5 grandes catégories pour obtenir une carte verte. Jusqu'à présent, si on a des questions pour savoir un petit peu comment obtenir une carte verte ou sur d'autres sujets, comment on peut vous contacter, Maître Marcel Poirier? Alors, vous pouvez me contacter par téléphone au bureau et par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Très bien, merci beaucoup, Maître. On se retrouvera très prochainement pour détailler toutes ces façons d'obtenir la carte verte. Merci, Grégory. À bientôt. Toujours un plaisir.